Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on retourne à notre série, le Leadership 2, et on attaque un gros morceau, le leadership de Frank Underwood. House of Cards, saison 1, première scène. La nuit, un chien vient d'être renversé par une voiture devant la maison de Frank Underwood, qui est le représentant démocrate de Caroline du Sud et coordinateur de la majorité à la Chambre des représentants aux États-Unis. Cet homme, Frank Underwood, vient de faire élire le président Walker. Underwood s'agenouille, regarde l'animal agoniser et dit « There are two kinds of pain. The sort of pain that makes you strong, or useless pain, the sort of pain that's only suffering. I have no patience for useless things. » Il existe deux sortes de douleurs, celle qui vous rend fort, ou la douleur inutile, celle qui n'est que souffrance. Je n'ai aucune patience pour les choses inutiles. Il étrangle le chien, puis il se lève et rentre chez lui. Voilà, ça c'est Frank Underwood. C'est pas une scène de cruauté gratuite. C'est une scène on appelle ça de l'exposition. C'est-à-dire qu'on donne une scène non liée à l'intrigue principale, mais qui nous parle du personnage. Et cette dureté, ruthlessness en anglais, c'est ce qui va définir une bonne partie du personnage de Frank Underwood dans les 3 ou 4 saisons, peut-être même plus, de House of Cards. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à Frank Underwood ? Parce que dans la série des Voyez comment ça marche la politique américaine, qui était un sujet, d'étude les années précédentes, qui est moins le cas maintenant pour des raisons évidentes, mais il y a plusieurs types de séries, et House of Cards est celle qui est la plus, la plus dure peut-être, la plus soi-disant proche de la réalité. Je dirais son opposé, c'est The West Wing, qui est alors beaucoup plus sympatoche, il n'y a jamais vraiment de gens qui font des coups par derrière, ou quand ils le font, ils viennent avec des panneaux pour dire qu'ils sont en train de le faire. Donc c'est un peu deux opposés. Et Frank Underwood représente peut-être cette idée du pouvoir acquis par des gens sans scrupules. Et donc je voulais vous en parler aujourd'hui dans Leadership aussi, puisque on pourrait se poser la question, mais est-ce que ces gens n'existent pas dans nos comités de direction, etc. Retournons à notre ami Frank. Quelques heures plus tard, il apprend qu'il ne sera pas nommé secrétaire d'État. La promesse de campagne s'évapore au premier appel téléphonique de la directrice de cabinet du président, ce qu'on appelle la gardienne du seuil, dans le vocabulaire de Vogler, auquel je vous réfère. C'est donc elle qui contrôle l'accès au pouvoir exécutif. C'est la personne qui contrôle qui part avec qui. Et donc, il est évidemment extrêmement déçu, puisque le président doit une fière chandelle à Underwood, et il lui répond avec un calme glacial « The nature of promises, Linda, is that they remain immune to changing circumstances. » La nature des promesses, Linda, c'est qu'elles restent imperméables aux circonstances changeantes. Et il raccroche. Et donc, évidemment, il veut se venger. Il veut devenir calife à la place du calife. Et donc, il planifie. C'est un niveau de maîtrise de soi qui est extrêmement rare. Et ça, c'est peut-être une leçon positive du modèle Frank Underwood. C'est que il ne réagit vraisemblablement jamais sous impulsion émotionnelle. Il y a plusieurs autres cas dans la série qui sont comme ça, dont la scène fameuse avec le représentant du syndicat des profs, les enseignants, il réussit à se faire frapper par lui pour pouvoir ensuite évidemment avoir un levier avec cette personne. Mais bref, il a donc une maîtrise, une automaîtrise qui est absolument incroyable. Mais le problème, c'est que c'est insuffisant pour caractériser un leadership, cette capacité à faire de l'influence sous contrôle. Alors si on revient à ce qu'on sait, on a une grille de French et Raven qui distingue plusieurs bases ou plusieurs sources de pouvoir.
le pouvoir la possibilité d'influer sur les gens, donc le pouvoir de conséquence, le pouvoir symbolique, le pouvoir de charisme, le pouvoir d'expertise, le pouvoir de référence. Donc, est-ce que je suis capable d'influer positivement ou négativement sur la vie des personnes autour de moi, le pouvoir de conséquence positif comme négatif. Il y a le pouvoir symbolique, quel est le pouvoir qui m'est donné par l'institution, par exemple, le bureau, etc., etc. Le pouvoir personnel, je dirais, le charisme individuel, l'expertise, et le pouvoir de référence, l'exemplarité. Alors, ce qui est intéressant avec Underwood, c'est qu'en fait, il les exploite quasiment toutes ces bases de pouvoir. Il récompense. Par exemple, Peter Russo, qui est un élu local, qui est alcoolique, le héros blessé, que Underwood transforme en marionnette, obtient une couverture politique contre sa loyauté absolue. Donnant. Je prends des gens blessés, des gens qui ont envie, des gens qui ont besoin, je leur donne et je les ferre comme un poisson qu'on va ferrer avec un hameçon. Il sanctionne aussi Zoe Barnes, qui la jeune journaliste ambitieuse, le modèle du change-forme, qui est tour à tour allié, mais qui se transforme en menace puisqu'elle est intelligente. Et d'ailleurs, la change-forme aussi, puisqu'elle pense attraper Underwood par des faveurs ou des relations sexuelles, alors qu'en fait, c'est le contraire qui se passe. Et Zoe Barnes meurt poussée par Underwood quelques épisodes plus tard. Et Russo finira par mourir aussi, d'ailleurs, en se suicidant. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans l'environnement direct de Underwood, les gens meurent. Alors, c'est une série télévisée, vous me direz, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le monde professionnel ? Eh bien, les gens peuvent mourir professionnellement aussi. Les gens qui partent, les gens qui font un burn-out, les gens qui disparaissent de la scène de l'entreprise, ça arrive. Et donc, Underwood dispose d'une expertise tactique incroyable, incontestable. En revanche, il fait des dégâts. Et ce qu'il ne construit jamais, ou qu'il n'utilise jamais, eh bien, c'est le pouvoir de référence. Celui qui naît quand les gens vous suivent parce qu'ils veulent vous ressembler. Ils veulent ressembler à ce que vous incarnez. Vous êtes un modèle pour eux. Et celui-là, il ne l'utilise absolument jamais. C'est un signe, d'ailleurs, peut-être pour vous, pour reconnaître ce genre de personnes. Est-ce que j'ai envie de lui ressembler finalement ? Alors je peux admirer ce qu'on fait avec Underwood ici, dans Leadership. On admire la capacité tactique, on admire la régulation émotionnelle, mais on note la propension étonnante des gens qui s'approchent de lui à mourir ou à être blessés. Et d'ailleurs, son épouse, puisqu'il est marié, est un personnage intéressant dont on abordera peut-être le leadership une fois. Donc, Underwood, c'est un style de leadership qui a de l'influence, mais qui n'a aucune autorité. Et on le verra plus tard, c'est une des raisons pour lesquelles il n'arrive absolument à rien construire. Il y a un deuxième angle, alors qui est beaucoup plus inconfortable et encore peut-être plus destructeur, c'est que Underwood ne détruit pas de façon spectaculaire. Il appauvrit silencieusement. Chaque relation qu'il instrumentalise retire quelque chose au système. De l'information honnête pour la journaliste, de la prise de risque, de la capacité d'initiative, enfin, des vrais sujets portés par des politiques, tout ça s'est appauvri puisqu'il utilise, je dirais, c'est comme s'il utilisait de 100% de la capacité relationnelle des gens pour lui. Et il ne laisse rien à autre chose que lui. Et le problème, c'est que ça, personne ne peut en pointer la cause. On ne peut pas dire... alors si, on peut dire que Zoe Barnes est morte à cause de lui, puisqu'il la pousse sous le métro. Mais on ne peut pas dire que le projet n'a pas été fait parce que c'est silencieux et donc c'est extrêmement dangereux. Le chef de cabinet, qui s'appelle Doug Stamper, c'est presque l'ombre de Underwood, qui est l'espèce d'extension du dirigeant qui vit vraiment comme un zombie quasiment, en est une bonne illustration. Dans un groupe de parole pour anciens alcooliques dont il fait partie, il confie qu'il compte les jours de sobriété depuis des années et que ce qui lui oblige, c'est la peur. Pas la conviction, la peur. Et ça, c'est la nature exacte du lien qui le tient à Underwood. Une dépendance structurelle, la peur, qui l'habille en loyauté. Donc, vous voyez que cette dynamique de relation est difficile, si elle fait des dégâts, à évaluer. Et pourquoi ? Parce que la cause en question se promène en costume 3 pièces et il serre des mains avec le sourire. Il est extrêmement charmant, Frank Underwood.
Peter Russell, lui, la personne qui prend le héros blessé et qui essaye de monter en allié au Parlement, en paye le prix autrement. Alors il meurt aussi. Quand il commence à montrer des signes de reprise, parce qu'évidemment le héros blessé qui est soigné, eh bien, il arrête de boire, il reprend le contrôle de sa campagne pour le gouvernorat de Pennsylvanie, il regagne en crédibilité. Underwood s'en réjouit pas. C'est pas un mentor. Il utilise la relation qu'il a avec Peter Russell. Il le détruit. Un collaborateur qui monte en puissance de façon autonome est une perte de contrôle, c'est pas un succès managérial pour lui. Le héros blessé n'a de valeur que quand il est blessé. Et Russell le comprend trop tard. When did your help ever help me? Quand est-ce que ton aide m'a jamais aidé? Et à partir de ce moment-là, Underwood fait tout pour le détruire. Et il meurt. Puisqu'il comprend que l'allié qu'il pensait avoir devient une menace, comme Zoe Barnes. Et ce mécanisme a un nom dans la littérature sur les dynamiques organisationnelles, c'est ce qu'on appelle l'appauvrissement du capital social. Chaque interaction avec Underwood laisse l'interlocuteur ou les interlocuteurs un peu plus isolés, un peu plus dépendants, un peu moins capables d'agir sans lui. C'est pas une maladresse, c'est une méthode construite et consciente. That's how you devour a whale, dog, one bite at a time. C'est comme ça qu'on avale une baleine, dog, il s'adresse à son chef de cabinet, une bouchée à la fois. Le proverbial éléphant qu'on mange par fines tranches. Alors ce profil, il n'est pas fictif. Il existe dans les comités de direction, dans les conseils d'administration, voire parfois même à la tête de ces organisations. C'est le dirigeant dont tout le monde admire l'intelligence tactique et dont personne ne sait exactement qu'est-ce qu'il a réussi à faire ou à construire. C'est la dirigeante qui remporte chaque arbitrage interne, mais dont l'équipe stagne complètement. C'est celle dont les collaborateurs restent pas parce qu'ils ont envie de rester, mais parce qu'ils ont peur de partir. Ce profil a tendance à prospérer dans certains types d'organisations, et en particulier les organisations qui mesurent le leadership à la visibilité politique plutôt qu'à la performance collective. En gros, là où savoir se vendre et savoir diriger sont devenus synonymes. Et dans ces cas-là, Underwood, il est indétectable. Il passe tous les filtres. Il est éloquent, il est stratégique, il résiste à la pression. Donc, on se dit c'est un super leader. Le problème, c'est que ce qu'aucun entretien annuel ne va mesurer, c'est ce qu'il retire au système à chaque interaction. On pourrait appeler ça un vampire systémique, si on voulait faire une petite formule. Et le problème, c'est que c'est un style qui est romantiquement attractif. En particulier pour des gens, par exemple, qui pourraient lire Machiavel et mal le lire. Ou d'autres livres du style qui donnent une vision... il faut, on est obligé de faire comme ça pour pouvoir se battre dans les organisations. Alors, ça fait bien de dire qu'on va développer son pouvoir personnel, son influence. La question, pour moi, est plutôt, certes, mais avec quoi et avec qui? Et surtout, au détriment de quoi et de qui? La dimension éthique de ce genre de leadership le rend très exigeant, j'allais dire à manipuler, mais très exigeant à manœuvrer. Peut-être une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens se tiennent loin, entre guillemets, de la politique. Parce qu'ils sentent bien que c'est très difficile de faire la différence entre je développe mon influence pour ma mission ou je développe mon influence pour moi. Alors évidemment, Frank Underwood est une caricature de l'influence comme pouvoir personnel. Et d'ailleurs, je vous ai parlé de 2 séries télévisées, House of Cards, donc très dans la dimension négative et sombre, The West Wing dans la dimension plutôt sympatoche, et au milieu, une série danoise qui s'appelle Borgen, alors ça se dit pas comme ça en danois, mais Borgen, qui est exactement au centre. C'est l'histoire d'une première ministre danoise, la première femme d'ailleurs, première ministre danoise, qui arrive au pouvoir par conviction et qui reste, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc l'arc narratif de Borgen, je trouvais beaucoup plus intéressant en termes d'études de qu'est-ce que le pouvoir personnel vis-à-vis du pouvoir organisationnel. Et donc cette série est extrêmement intéressante. Donc le problème du système Underwood, pour l'appeler comme ça, c'est qu'il est autoconsommant. Chaque manœuvre crée une nouvelle vulnérabilité, une nouvelle faille dans le système. Chaque allié fabriqué est un témoignage potentiel. Chaque loyauté achetée a un prix de revente. Et donc ça devient infernal. Ce que ce style de leadership ne peut pas faire, c'est traverser une crise qui exige de la cohésion plutôt que de la manœuvre. Le moment où une organisation a besoin que ses membres agissent dans le sens et dans le même sens, sans que le dirigeant ou la dirigeante soit dans la pièce, et il y en a plein des moments comme ça, eh bien à ce moment-là, Underwood est en échec. Son style ne fonctionne pas. Son réseau, c'est une toile d'araignée, mais il faut que l'araignée
soit au centre de la toile. Sinon, le système ne fonctionne pas. Il y a une image finale de la saison 1 qui résume tout. Underwood a obtenu ce qu'il voulait. Il est vice-président. Il a beaucoup manœuvré. Il y est arrivé. Il est seul dans son bureau. Il regarde une ville qu'il vient de manœuvrer pendant des mois. Rien n'a été construit. Une position a été conquise. À mon avis, la différence entre les deux mérite qu'on s'y arrête. À la semaine prochaine. Ciao.